Dominique Lefebvre, bonjour. Bonjour. Dominique, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Dominique Lefebvre, je suis le propriétaire de Biscochoc, une société qui a entièrement brûlé le 13 mai, et avec beaucoup de projets en Calédonie, puisque nous allons lancer toute une filière sur la côte Est pour alimenter notre nouvelle usine qui sera située à Nouville. C'est quoi votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, il est assez simple. J'ai fait que de l'agroalimentaire. J'ai fait mes études à Nice. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration, pas mal. Et en arrivant ici aussi en Calédonie. Et après, j'ai eu l'opportunité de reprendre Biscochoc il y a 10 ans maintenant. Vous êtes arrivé quand en Nouvelle-Calédonie? En 1994. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vécu, ce dont vous avez été témoin depuis le 13 mai 2024? Alors, ce que j'ai vécu, c'est une grande tristesse déjà, personnellement. Tous les efforts qu'on fait au sein de Biscochoc depuis une dizaine d'années pour construire une très belle image de produits calédoniens. Il faut savoir que j'ai investi au Vanuatu aussi dans des plantations de cacao. Et donc la continuité, c'était pour moi de faire une filière ici, comme je l'ai dit en introduction. Et aujourd'hui, tout est remis en cause, évidemment, puisqu'on n'a plus d'outils, on a tout perdu. Ça, c'est vraiment une très, très grande tristesse. Après, ce que j'ai vu, hélas, c'est mon usine de Ducos entièrement brûlée et la nouvelle usine qui était en construction à Nouville, qui, elle, a brûlé à l'intérieur. Donc l'ouverture n'est plus possible maintenant comme nous l'avions souhaité à la fin de l'année. Elle est retardée. Je ne sais pas quand encore l'ouverture aura lieu. Ça représente combien d'emplois votre entreprise? Combien sont en péril? Vous en êtes où en fait maintenant? Alors aujourd'hui, je suis dans un combat qui a commencé, je dis un combat parce que c'est pas de repos tous les jours, avec les banques qui ne suivent pas du tout le jeu, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe, et les assurances qui sont derrière. Je pense être à peu près bien assuré. Mais en revanche, les assurances me demandent certains documents que les banques ne veulent pas me donner. Enfin, c'est d'une complication assez extrême. Et c'est très très loin des annonces qui ont été faites par le ministre de l'économie à Bercy, Bruno Le Maire, puisque Bruno Le Maire a dit que les banques et les assurances nous faciliteraient les choses. Oui. Et c'est faux. C'est totalement faux. Je tiens à le dire, parce que me donner l'occasion de parler aujourd'hui. C'est complètement faux. Les banques font ce qu'elles veulent et les assurances aussi font ce qu'elles veulent. Le ministre, il a rien dit, quoi. Et pourtant, on avait compris que la France allait nous sauver. La France, je ne sais pas si la France va nous sauver. Je crois qu'on va se sauver par nous-mêmes surtout. Et puis, il faudra réfléchir à un nouvel avenir, économiquement parlant. Si des banques françaises ne sont pas capables de nous soutenir, il faudra regarder ailleurs où il y a d'autres banques qui sont capables de nous soutenir. Ça, c'était pour le point vraiment, je dirais, financier. Maintenant, le point social. J'ai 70 salariés en CDI, j'en ai à peu près une trentaine en CDD. Je m'étais engagé auprès de mes salariés à payer les salaires de mai, à payer les salaires de juin. Les assurances ont quasiment obligation de me payer les salaires. Je souhaite vraiment que les salaires soient payés pour mon personnel. C'est le principal parce que je suis dans un métier qui est très spécialisé. J'ai ce qu'on appelle beaucoup de col bleu chez moi. Des gens qui sont vraiment dans leur poste, à leur poste et qui maîtrisent parfaitement bien leur machine. Donc je ne veux pas les perdre, je ne veux pas les laisser partir et qu'ils aillent au chômage pendant 6 mois, 1 an, je ne sais pas encore, et ne plus les retrouver au moment de l'ouverture de la nouvelle usine. Donc c'est hyper important pour moi, c'est même la chose la plus importante pour moi, c'est de garder mon personnel. Donc ça, c'est vraiment le point social. Et maintenant, le point organisation. Aujourd'hui, on a lancé des devis pour tout refaire.
déjà reconstruire ce qui a été détruit dans la nouvelle usine, en même temps commander de nouvelles machines. Ça, c'est un gros point d'interrogation parce qu'on est aussi chez des spécialistes. Hein. Il y a des fournisseurs de lignes comme les nôtres, il y en a 2 ou 3 au monde, pas plus. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne notre tour d'attente et on nous annonce des délais de 1 an minimum, quoi. Donc si je commande les machines aujourd'hui, je serai livré en fin juin. Donc avec la mise en place, ça ferait juillet, août. Donc on est en train de se battre aussi de ce côté-là pour essayer de faire réduire cet espace-temps parce que c'est très très long, 1 an. Et donc on va voir, quoi. Mais c'est assez compliqué. Hein. On est tout petit à l'échelle de la planète. On n'est pas les seuls clients de ces fournisseurs. Et donc, ma foi, il faut on a pris notre ticket déjà d'entrée. On verra. Comment vous faites pour pas avoir envie de baisser les bras? En fait, parce que là, c'est chaud quand même. Enfin, c'est tout l'outil de production qui est l'ancien comme le prochain qui sont par terre. Presque une centaine d'employés qui ne peuvent plus travailler. Enfin, c'est terrible comme bilan là. Oui, c'est un bilan catastrophique. Après, baisser les bras, c'est vrai que j'ai eu une semaine vraiment de découragement la première semaine parce que j'étais complètement perdu. Je ne savais pas trop ce qui se passait, comment ça se passait, etc. Tout m'est passé par la tête, hein, même des idées très sombres. Mais après, j'ai le soutien de ma famille, c'est très important pour moi, évidemment. J'ai le soutien de mon épouse et de mes filles. Et puis, j'ai le soutien de mes amis. Et j'ai le soutien professionnellement de tous les distributeurs. Je pense particulièrement à un grand groupe qui a décidé de continuer à me faire confiance, malgré cette passe très difficile. Et donc, avec lui, on est en train de mettre en marche tout un tas de choses pour pouvoir continuer à les servir. Et on continuera à les servir, à les resservir d'ici 2-3 mois. On va s'arranger pour importer, pour faire fabriquer à l'extérieur, pour importer, pour même fabriquer localement un peu et puis distribuer à ces clients-là qui nous ont soutenus vraiment et qui nous ont apporté vraiment leur soutien. Donc ça, c'est vraiment pour que la marque ne disparaisse pas, parce que la grande crainte aujourd'hui, c'est que si on reste purement et simplement fermé pendant 1 an et demi, hélas, la marque va disparaître et ce sera encore beaucoup plus dur pour remonter la pente après. Vous vous sentez abandonné? On parlait des assurances, des banques. Alors, pour ce qui est des assurances, j'ai des experts d'assurés. J'ai la chance de passer par un courtier qui m'entoure très très bien. Ça, c'est déjà un point positif. Les assurances derrière, je les sens pas réticentes. Je les sens, elles veulent avancer. Donc maintenant, vraiment, tout dépend des banques. Ouais. Et là, c'est vraiment le gros point noir, parce que les banques veulent d'abord se préserver, elles, avant de préserver leurs clients, quoi. Alors même si je peux comprendre ça, hein, ça semble assez logique, mais malgré tout, elles ne font rien pour arranger, quoi. C'est le MEDEF hier qui a fait une lettre ouverte au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour réclamer un moratoire fiscal et social total pour l'ensemble des entreprises jusqu'au 31 décembre. Ça signifie quoi? Très clairement, on a plus de sous. Ouais. Plus une entreprise n'a d'argent aujourd'hui. Donc clairement, ça veut dire qu'on ne peut pas payer ni cotisation sociale, ni impôts, ni charges, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que l'État nous réclame, même la TGC, hein, parce que même si je sais que personnellement, la TGC que j'ai collecté aujourd'hui, je m'en suis servi pour payer mes salaires. Hein. Par la force des choses. J'ai préféré payer mes salaires que de payer le gouvernement. Donc c'est un choix personnel. Hein. Et évidemment, ça n'engage que moi. Mais aujourd'hui, le MEDEF et toutes les fédérations patronales, hein, particulièrement les grandes fédérations que sont elles ont toutes signé. Elles ont toutes signé, hein, qu'à la FINC, que le syndicat du commerce, le BTP, etc. Ils ont tous signé parce que plus personne ne peut payer, quoi. C'est clair. Ils n'ont plus de chantier, ils n'ont plus de business, on n'a plus de business. Ma foi, comment on peut faire pour continuer à payer des échéances alors qu'on n'a plus de trésorerie, quoi. Donc le gouvernement, j'espère qu'il va nous entendre et qu'on va poser un moratoire. Ça ne veut pas dire clairement qu'on ne paiera jamais.
Ça veut dire simplement que déjà, jusqu'au mois de décembre, on ne va plus rien payer et qu'après, à partir du moment où les business se remettent en marche, ben, il y a un échelonnage qui est refait et puis, ben, ma foi, on paiera tranquillement le passé. Vous qui connaissez bien le monde économique calédonien, honnêtement, sans langue de bois, dans quel état il est le tissu économique calédonien après la crise qu'on vient de traverser? Il est par terre. Le tissu économique est complètement par terre. Ça fait déjà 10 années qu'on souffre. J'en veux beaucoup aux politiques, parce qu'on a proposé beaucoup de solutions à tous les politiques, particulièrement le MEDEF, particulièrement la FINC, particulièrement toutes ces fédérations, et on n'a jamais été écoutés. Ils ne sont que dans des bagarres entre eux, probablement pour conserver leur poste, parce que je ne vois pas d'autre finalité que ça. Et aujourd'hui, ben, on est par terre essentiellement à cause d'eux. Ils n'ont pas été capables de nous dire et de faire une réforme, quelle qu'elle soit, et d'écouter le monde économique. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a eu déjà hier une rencontre avec un futur député, un éventuel futur député pour l'instant, et on veut être à la table des futures négociations, on veut que le monde économique fasse partie entière de la négociation, comme la société civile qui parlera de social et de sociétal, mais on ne veut plus que ce soit un politique qui prend notre destin en main, alors que finalement il ne sait faire que de la politique et il le fait mal. Je suis dégoûté parce que ça fait des années... On a un système politique qui a complètement failli là? Oui, bien sûr, on a un système politique qui a totalement failli. On a ce système politique, ça fait des années qu'on lui propose des solutions. Il n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit. Tout ça parce que des lobbies agissent par derrière ou par connivence politique. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Simplement, je regarde le résultat. Au bout de 10 ans, 15 ans, on est au fond du trou. Et je peux citer un exemple très précis. Oui. On était en situation de plein emploi en 2012. À cette époque-là, on cherchait partout des bras. Le BTP cherchait des bras, l'hôtellerie-restauration cherchait des bras, la Fédération des industries cherchait des bras, et on n'avait plus personne. On se souvenait qu'il y avait déjà eu une crise, qu'il y avait 150-200 jeunes qui étaient sortis de Montravel, qui avaient mis le feu à l'entrée de Ducos, et on se souvenait de ces jeunes-là. On a proposé un contrat d'insertion politique en disant clairement, nous, on va prendre tous ces jeunes qui sortent, qui sont sans diplôme, qui sont dans la rue, et on va s'en occuper dans nos entreprises. Le contrat est resté tel quel, personne ne s'est occupé de ça. Là, je regarde dans le rétroviseur, je m'aperçois que 10-12 ans après, ils sont plus 200, ils sont 2000. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on a fait pour eux depuis 10 ans? Je pose la question aux politiques. Je ne sais pas s'ils auront le courage de répondre. Mais c'est étonnant de voir le nombre de gens qui finalement ne tombent pas dans le piège de se dire que c'est essentiellement un conflit ethnique. Semble-t-il qu'en fin de compte, c'est aussi et surtout un conflit social et un problème social. Bien sûr, c'est un conflit social, sociétal. C'est pas uniquement un conflit ethnique. Bien sûr, ont été mis en avant les Kanaks, mais beaucoup de gens sont en dehors de la société aujourd'hui. Et on ne s'occupe pas, encore une fois, des jeunes, parce qu'il n'y a pas que des petits Kanaks qui sont dehors. Il y a toutes les ethnies, je pense. Quand vous allez en brousse et tout, vous voyez, il y a toutes les ethnies. Donc il faut arrêter de penser ethnie, il faut juste penser pays. Aujourd'hui, il faut penser pays. Vos équipes, elles sont composées de qui? Chez moi, j'ai toutes les ethnies. C'est la mixité sociale. L'entreprise, c'est le premier rendez-vous important social. Je pense qu'il y a 2 rendez-vous. Il y a l'école et l'entreprise. Et dans l'entreprise, chez moi, j'ai des Kanaks, j'ai des Wallisiens, j'ai des Asiatiques, j'ai des Caldoches, j'ai toutes les ethnies réunies sous une même bannière, et on tire tous dans le même sens, on tire tous pour le bien de notre société. Et c'est ça qui est important, parce que quand on est tous sous l'étiquette Biscochoc, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus rien, on est tous ensemble, devant. Oui, le vivre ensemble, il existe dans l'entreprise. Le vivre ensemble, il est dans l'entreprise. Il est comme il est à l'école. C'est là où il faut vraiment... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que le milieu économique soit associé. Parce que nous, on a déjà beaucoup de solutions. Nous, nos entreprises, elles marchent. Il n'y a pas de conflit au sein de nos entreprises.
Il n'y a pas de conflit ethnique au sein de nos entreprises. Il y a des tiraillements entre hommes et femmes de temps en temps. Il y a des quelques jalousies, mais ça, c'est je dirais, c'est le commun de l'entreprise. Ouais. On sait parfaitement gérer ça. Combien de temps ça va nous prendre de nous en remettre? Je ne sais pas, c'est une très grande question, c'est une très bonne question, je ne sais pas y répondre. Je n'ai pas du tout d'idée. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'hélas, beaucoup de gens n'ont plus confiance dans la Calédonie, ils vont partir. Donc ça va être encore plus délicat pour nous. Parce que perdre de la population, c'est juste plus possible. On était déjà à un seuil qui était très bas. Ouais. On repère, comme on nous annonce des chiffres, je ne sais pas, 10 000 personnes qui quitteraient, qui sont 10 000 consommateurs. Donc vous imaginez que ça ne va pas redémarrer comme avant. Et puis ces 10 000 personnes, enfin, il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a beaucoup, donc c'est des emplois de perdus. Comment on va faire pour reconstruire? Je ne sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Mais vous disiez qu'a priori, on ne pouvait pas trop compter sur l'État français, ou en tout cas, il ne s'était pas grandement manifesté pour le moment. Oui, l'État français ne s'est pas du tout manifesté pour l'instant. Enfin, il fait des effets d'annonce, mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose venir. Je pense qu'hélas, pour nous, les législatives ne vont rien arranger. Donc là aussi, ça va être très impactant pour nous, parce que je ne souhaite pas que ce soit un des deux extrêmes qui arrive au pouvoir, parce que sinon, ça serait vraiment la fin pour nous, quoi. Faut être clair là-dessus, hein. C'est un message, je pense, que tout le monde doit entendre et comprendre, hein. Et j'espère que les élections vont nous apporter du bien et vont voir que la Calédonie, c'est autre chose qu'un petit bout de terre au bout de 20 000 km, quoi. Le souci qu'on a, c'est que les Parisiens sont confortablement installés dans leur bureau. On l'a bien vu lors de la réunion avec le ministre à Bercy. Et nous, ils ne se rendent pas du tout compte de ce qui s'est passé en Calédonie, de ce qui a été détruit, de ce qu'il y a à faire pour reconstruire, pour retisser le dialogue. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'abord retisser le dialogue, pour qu'à nouveau on se parle, pour qu'à nouveau on parle de reconstruire. Mais il faut dialoguer d'abord. Et ça, hélas, je vois pas beaucoup de Parisiens qui sachent le faire. Il y a aussi des Calédoniens qui ont du mal à le faire en ce moment. Oui, absolument. Ça, hélas. Vous pensez qu'on arrivera à dépasser ce qui nous est arrivé, ne serait-ce que mentalement? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Ouais. Donc, je pense qu'on va y arriver, et je vais me battre pour qu'on arrive à dépasser tout ça, parce que mes filles sont revenues ici vivre aussi, mes petits-enfants sont ici, sont nés là, donc je veux leur laisser un beau pays, je ne veux pas leur laisser un tas de ruines. Donc j'ai l'obligation de reconstruire pour eux. Vous avez déjà reçu une lettre de rupture amoureuse? Vous avez pensé quoi du courrier d'Emmanuel Macron du 18 juin? Parce que je vois, il y avait un léger parfum de « je t'aimerai toujours », hein, mais... J'en peux plus. Entre toi et moi, ça va finir par s'arrêter, quoi. Vous en avez pensé quoi, cette lettre? Personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette lettre de Macron? Ma foi, pas pensé grand-chose, parce que je pense que notre président, autant je le trouvais qu'en 2017-2018, avec Édouard Philippe comme Premier ministre, il était dans une très belle dynamique pour la Nouvelle-Calédonie, autant je pense que maintenant il s'est fait monter la tête et qu'il est sorti de la route, quoi. Donc j'en attends plus grand-chose, et j'ai jamais été amoureux de lui, donc j'ai pas subi de rupture amoureuse. Comment vous le voyez, justement, parce que c'est un peu pour transiter, qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui pour l'avenir du pays? Ce serait quoi la solution? Parce que là, ce qu'on vit, c'est un écho d'anciens conflits. Donc semble-t-il que ce qui a été posé comme pansement, ça n'a pas tout à fait suffi à faire société. Vers quoi faudrait aller une fois pour toutes? Je suis pas politique. C'est une question très compliquée. Hein. Je suis économique. Ouais. Et je dis simplement, il faut écouter le monde économique. On a des défauts, c'est sûr. On est là pour gagner de l'argent, c'est évident. Mais en même temps, on sait le redistribuer si on nous écoute. Et je pense, encore une fois, qu'il faut écouter le monde économique. Et pour nous, la valeur travail est importante. Et c'est clair qu'on a du mal à admettre certaines choses. Mais la valeur travail est très importante, et nos salariés sont dans le même état d'esprit.
Parce que quand vous donnez un salaire à quelqu'un et qu'il est content d'avoir travaillé pour vous, eh ben, il veut que ce soit comme ça partout. Et il ne comprend pas non plus. Donc il faut vraiment qu'on soit sur une nouvelle dynamique. Il faut passer un nouveau contrat social, il faut qu'on écrive. Pour moi, l'indépendance ou la non-indépendance, ce n'est pas le sujet. Il faut d'abord écrire un projet de société qui soit social, sociétal et économique. Je dis bien troisième économique pour prouver que le social est le plus important, l'humain. Le sociétal, parce qu'on ne peut plus durer avec une planète comme ça. J'ai fait dans ma société un énorme effort, puisque maintenant on ne se fournit plus qu'en cacao du Pacifique, à moins de 700 km. Donc ça veut dire clairement qu'on est le seul chocolatier français, entre guillemets, à avoir nos chocolats à moins de 700 km. Les chocolatiers français achètent en Afrique, en achètent en Amérique centrale, ils sont à 10 000 km et ils revendent partout dans le monde. Moi, je fais chez moi et je vends à maximum 6 000, 7 000 km, Japon, Chine, le maximum. On refuse d'aller en Europe pour préserver notre planète. D'accord. C'est quelque chose qui est important sociétalement. Ça, c'est un aspect sociétal très important. Un deuxième aspect sociétal, c'est qu'aussi on achète le cacao au-dessus du cours mondial, toujours pour que tous nos gens qui travaillent pour nous puissent vivre décemment. On leur apprend à faire de l'agroforesterie, parce qu'on sait que dans le cacao, on ne gagne pas sa vie, mais qu'en revanche, avec d'autres cultures, on peut arriver à bien gagner sa vie. Donc on est dans une chaîne sociétale. Je ne veux pas en sortir. Et je pense que dans ce projet, il va falloir parler de ça. Et ça entraînera ça entraînera socialement tout le reste. Et après, l'économie arrivera. Mais il faut d'abord construire ce projet de société. Et les gens, une fois qu'ils auront ce projet de société, qui sauront quoi répondre à toutes ces différentes choses, eh ben, ils sauront choisir entre le oui ou le non. Ça ne sera plus qu'une question de... Je ne sais pas ce qui se passera. Je serai certainement plus là pour le voir, mais on leur a donné les clés de la réussite. Parce que moi, je croyais qu'un patron, ça voulait juste faire de l'argent, qu'importe l'environnement, qu'importe l'humain. Non, un patron, il a changé. On est au XXIe siècle. Ça, c'était probablement le XIXe siècle ou le début du XXe siècle. Il y en a encore quelques-uns, évidemment. Hein. Mais on s'occupe de tout ce qui est... Vous le voyez de plus en plus, des sociétés qui sont certifiées. Nous, on va essayer de se faire certifier B Corp. B Corp, c'est une nouvelle certification qui comprend tous ces aspects sociétaux et sociaux et environnementaux. Et c'est très, très important aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin de ça. Il y a quelque chose qu'on a du mal à admettre. Il y a 30 ans de ça, j'ai parlé de la valeur travail. On était dans une société de travail il y a 40 ans, 30 ans de ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nos jeunes, ils veulent plus ça. D'ailleurs, ils vous demandent de travailler en CDD pendant 1 an, parce qu'au bout d'1 an, ils veulent repartir faire autre chose ailleurs. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est passé d'une société de travail à une société de loisirs. Là, on n'en parle pas assez aujourd'hui. Mais il faut réfléchir aussi à ça. Est-ce qu'on peut se contenter de moins travailler, donc en ayant peut-être un peu moins de salaire et en faisant travailler plus de gens, et puis qu'on ait plus de loisirs? Est-ce que c'est à ça que les jeunes aspirent? Est-ce que c'est à ça que les jeunes veulent entendre quelque chose là-dessus? Il y a des messages à passer. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse aujourd'hui, mais je le sens un peu comme ça. Je le sens un peu comme ça à travers de mes enfants ou des proches de ma famille. Je le vois comme ça. Il y a des inégalités sociales en Nouvelle-Calédonie? Oui. Oui, il y a des inégalités sociales en Nouvelle-Calédonie, c'est sûr. On n'a pas su emmener, je parlais tout à l'heure du contrat d'insertion, on n'a pas su emmener tous ces jeunes vers le travail, on n'a pas su leur apporter ce qu'ils attendaient, et on est tous fautifs là-dessus. Mais encore une fois, je refuse de prendre des parts de responsabilité, parce que les politiques que nous avions élus depuis 20 ans n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait là-dessus. Mais même les syndicats de salariés. Il faut savoir quand même que les syndicats de salariés ne veulent s'occuper que de leurs salariés. Et ils me l'ont dit haut et fort quand j'étais au CDS, au Conseil du dialogue social. Ils ne voulaient pas entendre des gens qui étaient dans la rue ou les laisser pour compte, ça ne les intéressait pas. Je ne sais pas s'ils ont changé de philosophie, ça remonte à 7-8 ans de ça, mais c'était ça à l'époque. Donc je pense quand même qu'il y a des grosses parts de responsabilité. Faudra un gros débriefing, quoi. Oui. On va conclure. Yes. On va conclure parce que je pense qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Merci encore pour toutes vos réponses, pour votre participation et surtout courage pour la suite et félicitations
de garder le moral malgré les circonstances terribles que vous connaissez. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à adresser aux Calédoniens et à tous les habitants du Caillou? Bon, je n'ai pas la prétention d'adresser un message. Je dirais simplement qu'il faut qu'on soit à l'écoute des uns des autres, il faut qu'on reconstruise notre dialogue. Et puis, écoutons nos jeunes, parce que c'est l'avenir. Hein, moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs, donc moi, je suis le passé. Mais il faut écouter nos jeunes, il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance dans nos métiers, il faut leur faire confiance en politique, et il faut leur faire confiance partout. Dominique Lefebvre, merci. Merci.